Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure du MLR Show. Oui, c'est pas mardi, c'est mercredi, mais comme la semaine dernière, on se fait une petite entorse au règlement. Au niveau du jour, au niveau de l'heure aussi, bien sûr, puisqu'on arrive avec une petite heure d'avance par rapport à d'habitude. Bon, ça va pas changer grand chose, hein. On sera quand même dans l'à peu près, comme toujours, au niveau de nos analyses, au niveau de nos images, au niveau de la technique, bien sûr, parce que sinon, ce n'est pas les Outsiders TV. Bonsoir à toutes et à tous, j'ai mon pull orange, ça veut dire que c'est jour de stream, quoi qu'il arrive. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté. On est prêt, on est chaud, on n'est pas loin des playoffs de cette MLR. Il y a beaucoup de choses à dire encore une fois cette semaine. On va se régaler, je le sais, on va se régaler, surtout qu'en plus on a la chance d'être plusieurs aujourd'hui, c'est magnifique. J'accueille mon premier chroniqueur aujourd'hui. Salut à Conidos, salut à Ditisha. C'est Adrien Abadi. Bonsoir Adrien, comment ça va? Salut Rémi, salut à tous. Je suis ravi de voir que tu as un pull très bien adapté à ton teint, Rémi, et à la pierre derrière toi également. Je suis très heureux qu'on soit trois ce soir. Eh oui, C'est rare. On est parce que très facilement trois. Et parce que ça fait exactement. plaisir. Ça me fait plaisir aussi parce qu'il n'y a rien de mieux que les plans à 3 en plus, surtout quand le troisième larron, c'est Pierre Amiche. Bonsoir Pierre. Oh la lourdeur. Bonsoir à tous. Bon, mais en tout cas, le mercredi, c'est pas le jour des enfants pour vous, quoi. On espère que les gamins ne nous regardent pas parce que ça part très fort. Et normalement, je crois que c'est Tiger Woods qui se mettait en noir et rouge pour le dimanche. Donc toi, c'était orange le mercredi. D'accord. Bon, ben, je savais pas. Exactement. C'est C'est pourquoi pas. c'est la DA. Pourquoi pas. On m'a soufflé dans l'oreillette, alors c'est ma compagne qui m'a dit c'est pas de la DA des Outsiders, donc voilà, je vais faire un pull aux couleurs des Outsiders, je vais je vais en envoyer un à chaque chroniqueur et on sera obligé de mettre l'uniforme. Oh Je putain, suis le pressé. cauchemar. C'est le premier cadeau des Outsiders. Exactement. Non, on a offert un maillot de la MLR l'année dernière. Oui, non, mais je parlais envers oui. moi. Ah, vous voulez dire le premier salaire? Et voilà. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est vrai, ce serait la première. Alors officiellement, il y a déjà eu un premier salaire versé avec les Outsiders. C'était pour les gens du tennis. Mais à toi. Non, même pas, même pas. Mais je peux pas le dire parce que il y a une loi E20 qui va me tomber dessus sinon. Ok, non, parce que là, j'étais en train de me dire, putain, si Abadi il est payé et pas moi, franchement, je me tire. Je vous le dis, je porterai pas, je me casse. Bah écoutez, non, vous êtes tous les deux exploités. Voilà, sachez-le. Yes. Au moins, il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de jalousie possible entre l'un envers l'autre. Ça va être une très grosse émission, évidemment, parce qu'on se rapproche. Chaque semaine, je le dis, mais en même temps, j'ai raison. On se rapproche de plus en plus des playoffs, du dénouement de cette saison régulière de MLR. Je vous rappelle qu'il y a une équipe à ce jour qui est qualifiée pour les playoffs, c'est New England. Il y a une équipe qui est éliminée des playoffs, c'est Anthem. C'est une vraie surprise. Et on a 6 matchs à regarder. Je vous ai juste mis le programme de la partie 2 parce que ça avait commencé dans la nuit de mardi à mercredi. De mardi à mercredi dernier, le mec se perd. Il y avait un DC Nola qui était très important. On va aller le voir tout de suite. Mais voilà, ce qui s'est déroulé ce week-end: Miami, New England, Houston, Utah, Seattle, San Diego, Anthem, Old Glory et Chicago, Los Angeles. En gros, il y a de la bataille à tous les niveaux. Un duel à distance pour la deuxième place à l'Est, un duel pour la troisième et quatrième place à l'Est, également à l'Ouest. Je suis en train de perdre ma voix, tout va bien. Et on va se préparer tout de suite. Justement, on va se lancer directement dans ce premier match Qu'est-ce qui se passe? de T'as la... perdu, Rémi? Est-ce que vous m'entendez? Ah, vous m'entendez plus? Oui, ça y est. Ah, Mais là, il s'est passé un T'avais truc perdu. d'ordre cosmique. bah ça tombe bien parce que j'ai perdu ma voix à ce moment-là. Alors ça se trouve peut-être que Twitch m'a sauvé. Discord et Twitch m'ont sauvé de l'humiliation. Salut à Bastien Brugnello qui est là, ça va lui faire plaisir parce qu'on va commencer par DC, je le disais. On va se diriger donc vers ce match entre DC et Nola. C'était donc la semaine dernière, on en a parlé très rapidement
lors du précédent MLR Show parce qu'on avait le résultat et ça avait évidemment de l'importance. Vous allez voir que Nola va très très bien commencer, un essai de pénalité à la demi-heure, puis ce superbe exploit de Julian Roberts tout seul, voilà, qui va aller marquer cet essai et qui va permettre à Nola de mener 14-3 quasiment à la fin de la première période. Mais voilà, DC va réagir. Encore à 14, ils vont inscrire un premier essai juste avant la pause en finesse. Je pense qu'on peut parler de finesse à ce niveau-là. Voilà, Facundo Gatas qui va marquer. Voilà, je vous le dis parce que très clairement, c'est pas visible. Hein. Et c'est très clairement le point de bascule de cette partie parce que derrière, eh bien, DC va accélérer. Voilà, il y a l'essai de Facundo Gatas, je vous le promets. Qui va arriver, voilà, ils poussent Nola à la faute et ils finissent par aller inscrire cet essai. Nola qui, vous le voyez à ce moment-là, prend un carton jaune à son tour et va jouer le début de la deuxième période en infériorité numérique. L'essai de Gatas, dès le retour des vestiaires, c'est Corey Daniel qui permet à DC de passer devant et derrière ça va être un déferlement sur les joueurs de la Nouvelle-Orléans. Il y a cette sortie de Gatas pour le gros Nick Grigg pour le troisième essai d'Old Glory qui va aller inscrire l'essai du bonus à 10 minutes de la fin. C'est encore Facundo Gatas qui va l'inscrire. Vous le voyez, Nola était encore une fois à 14. Bref, ça a été un petit peu une soirée compliquée pour la Nouvelle-Orléans qui, on le rappelle, avait perdu 4 jours avant à domicile face à Miami et du coup s'était mis en mauvaise posture par rapport à cette équipe de DC, mais aussi par rapport à Miami. Et il y a une image qui est très très importante, une stat qui est très importante, c'est que j'ai compilé les confrontations Nola, Miami, DC. Regardez, il y a une énorme différence. 15 points pour Miami qui a gagné 3 fois, n'a perdu qu'une fois. 13 points pour Glory qui est à l'équilibre et Nola est à 7. Aujourd'hui, on va pas parler des deux matchs qui ont eu lieu, des deux autres matchs qui ont eu lieu ce week-end. Donc Miami qui a accueilli New England, DC qui allait à Anthem, on va voir ça direct. Mais si Nola est 5e actuellement de la conférence Est, Adrien, c'est surtout à cause de ça. Ouais, il n'y a pas de surprise. Hein. Ils avaient une très bonne période en milieu de saison. Et on sent que là, en se rapprochant de la fin, ça commence à piquer du nez, alors que c'est tout le contraire pour Miami qui arrive pleine trombe. On a vu que en début de saison, ils avaient déjà les moyens de faire mal, mais il y avait encore trop d'imprécisions et des fins de match notamment qui avaient été très mal gérées. Là, on voit une équipe de Miami qui est vraiment sûre de ses forces. Et honnêtement, on va en parler plus tard, mais ils emmerdent vraiment toutes les meilleures équipes. Et Nola, c'est un peu le contraire, quoi. C'est-à-dire que contre les gros, tu perds, contre les petits, tu n'y arrives plus. Et ça sent assez mauvais pour eux, quoi. Ouais, on est d'accord, on est d'accord. Je profite très rapidement. On est 47 sur le live, c'est presque quasiment 50. Voilà, ça fait plaisir. Bienvenue à ceux qui sont là, que ce soit par hasard ou par volonté. Installez-vous, on est bien. Et surtout, n'hésitez pas, bien entendu, je le répète à chaque fois, à vous abonner pour suivre les prochains rendez-vous du MLR Show. Pierre, rapidement sur ces confrontations Nola, DC, Miami, 15-13-7. C'est une surprise absolue, on s'attendait pas à ça. En début de saison, non, mais après, quand on regarde l'état de forme de Nola, c'est pas tant une surprise que ça. Au final, quand tu fais le bilan de la saison de Nola, ils ont gagné 4 matchs, dont 2 fois contre Anthem. À partir de là, tu peux pas rêver, même sans les résultats des autres, je veux dire, tu peux pas rêver des playoffs, c'est pas possible. Donc, tu regardes leur dynamique, elle est pas très bonne, leurs matchs, ils sont pas très bons. Je sais pas si on peut rentrer déjà dans le détail de ce match-là face à DC, mais On peut, on peut. c'est pas un bon match. 0 ballon gratté, tu t'es pénalisé 15 fois, tu marques pas beaucoup, tu loupes quasiment 20 points sur tes temps forts. Face à une équipe comme DC, c'est impossible d'exister. Et ils ont des joueurs de qualité, mais le problème, c'est qu'aussi, ton meilleur joueur, il passe à côté du match. Moni Tongaïa qui est replacé en 6 et qui est juste moins bon. Tu as des cadres, ou en tout cas des joueurs sur le papier qui sont meilleurs que les autres qui ne jouent pas, notamment nos petits Frenchies. Et puis, quand tu sais que tu joues plus énormément de choses, que ta fin de saison, tu es en perte de vitesse, bah, c'est dur de mobiliser les gars sur une dynamique pas bonne, en fait. Donc,
Moi, ce qui me surprend le plus du côté de Nola, en fait, c'est que l'année dernière, je l'ai trouvé vraiment dominant devant. Et j'ai l'impression que toutes les équipes, elles se sont renforcées dans ce secteur-là. Il y a plein de deuxième lignes hyper talentueux qui sont arrivés. Je pense comme ça à Max Holloway, il y en a plein, plein, plein. Euh, et honnêtement, Nola, je vois plus bien quelles sont leurs qualités. Et ton meilleur joueur, c'est pas censé être ton meilleur joueur, c'est Duplessis qui a 35 ans et qui, normalement, dans un monde idéal, aurait dû être un très bon joueur de complément, mais pas ton leader. Voilà. Mm. Et surtout que ta fin de saison, elle est horrible. 2 matchs à domicile, certes, et un à l'extérieur. Accueil de Utah, déplacement à Chicago, accueil de New England. C'est difficile de faire pire. Tu peux faire 0 sur 3 Ah, il y a ou 1 sur 3. il y a très clairement un monde où tu fais 0 sur 3. C'est clair. Surtout que moi, je pense honnêtement qu'ils ont rendu les armes, hein, Nola. J'ai l'impression que leur fin de saison, ils vont la bâcler et Ils qu'ils tankent vont pas pour le aller draft. chercher grand-chose. Bah ouais, pour la draft ou j'en sais rien, mais ils sont déjà à 7 points de Miami, on en parlera tout à l'heure, mais honnêtement, quand tu vois les 3 matchs qu'il leur reste, comme m'a dit Pierrot, ils ont gagné que 4 matchs, dont 2 face à Anthem. Les matchs qu'il leur reste à jouer, ils sont loin d'être simples. Et tu as 7 points à aller gratter contre le quatrième, donc c'est-à-dire contre le dernier qualifiable pour les playoffs. Euh, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à aller chercher, hein. C'était avant qu'il fallait sortir les doigts et aller plus loin. Et là, honnêtement, enfin, ils n'ont plus grand-chose à faire, quoi. Ouais, ça va Je être. crois que la défaite contre Miami, ça les a tués en fait. C'est un tournant. C'est indéniablement un tournant. T'es à domicile, t'as Euh, l'obligation de gagner. Tu foires ce tournant, sachant que derrière, en plus, c'est ça qu'il faut rappeler, c'est que tu perds contre Miami le vendredi. Le mardi d'après, t'es à DC qui n'a pas joué le week-end. Donc qui en plus arrive complètement frais et vient te terminer avec cette victoire à 5 points et tu ne mets que 2 essais, donc tu ne pars même pas avec le bonus défensif ou offensif. Et c'est vrai que bon bah derrière, tu regardes ce week-end les résultats des autres. Et justement, on va aller voir ce qu'ont fait nos amis de DC à Anthem. Il n'y a pas beaucoup de surprises, hein, évidemment, on s'y attendait. DC n'a fait que 2 changements dans le 15 de départ et aucun à l'avant. Donc on n'a pas fait tourner du côté des joueurs de la capitale et ça va marquer très tôt, comme toujours, avec Corey Daniel, bien sûr, l'un des meilleurs plaqueurs de cette MLR qui s'en sort très bien sur ce ballon porté. Il va y avoir une égalisation signée Dylan Fortune pour Anthem avec un essai quasiment entre les poteaux et puis cette accélération, cet exploit individuel d'Oyland qui va permettre à DC de reprendre l'avantage. 12-7 donc, et puis Anthem à 14 qui va craquer puisque on a des espaces. Ayux peut offrir à Connor Buckley le 3e essai. On est déjà, vous le voyez, à 3 essais 1 à la demi-heure. Donc la victoire, elle est quasi assurée. Le bonus offensif, il l'est aussi. Et puis juste avant la pause, eh bien, encore une fois, on va avoir une belle action collective. On fait reculer l'adversaire. Vous le voyez, hein, on est en fin de mi-temps, mais on joue. On fait le mal à cette équipe. Et on va chercher le roi Axel Muller pour l'essai du bonus. Bon, vous l'avez compris, hein, derrière, c'est terminé, il n'y a plus grand chose à espérer. Alors oui, on se relâche un peu, Turnbull va marquer un essai pour Anthem, mais bon, globalement, le match, il est plié, voilà, c'est des essais tout en finesse. J'aime bien mettre ce genre d'essai, ça me fait marrer, parce qu'on voit rien, on voit juste un arbitre qui lève le bras. Il va y avoir 3 essais pour Old Glory en deuxième période, Humphries, Nelligan et celui-ci d'Ignacio Dotti. Voilà, ça va faire 7 essais à 3, puisqu'Anthem va encore en mettre un en toute fin de match. Il faut quand même aussi rapidement parler d'Anthem qui, depuis mon cher Adri, que tu avais annoncé qu'ils auraient 10 points dans les 2 matchs suivants, n'a pas pris la moindre unité. Ça fait 8 matchs qu'ils prennent pas un point, même un point de bonus. Ouais, mais c'est quand même assez fou parce que avant ça, quand même, ils étaient sur une pente clairement ascendante. Mais oui. Et j'ai pas envie de dire que je leur ai porté l'œil, mais c'est vrai que depuis que j'ai dit qu'ils allaient arracher au moins une victoire, même plus gratter un point, quoi. Et franchement, c'est surtout qu'ils proposent plus rien. Tu sens que, tu sens que les mecs, ils jouent plus Ils au ont rugby, lâché la. quoi. Ouais. Ils ont lâché l'affaire et franchement, c'est dommage parce que je trouve qu'en début de saison, et on l'avait dit, hein, c'est un atelier, un thème, etc.
et ils essayaient des choses et ils construisaient avec des jeunes. Mais tu avais l'impression qu'il y avait quand même moyen d'arracher une victoire. C'est-à-dire que c'était des courtes défaites qui se jouaient souvent à 1 ou 2 points. Et là, maintenant, c'est que des branlés, quoi. Et vraiment, ils ont lâché l'affaire. Bon, c'est comme ça, tant pis. Ouais, C'est pas de ma faute, hein. Non, non, c'est pas de ta faute. Mais t'as eu l'effet inverse sur DC, hein. Parce que t'avais annoncé quand même que ce serait DC qui serait dans la charrette il y a 3 semaines ou 4 semaines. Depuis, bah, DC a tout gagné et est remonté plutôt bien. Bastien nous dit Damien Hoyland est de retour et ça fait énormément de bien. On l'a vu inscrire le Ouais. deuxième essai face à DC. C'est un joueur écossais pour ceux qui ne le connaissent pas. Il y a Elsa qui vient d'arriver. Qu'est-ce qu'elle a manqué? Bah, elle a manqué la victoire de DC face à Nola de la semaine dernière. On a montré rapidement les images. Pas grand chose du coup. Et donc là, bah, t'es arrivé pour le deuxième match. Donc t'as rien raté du tout. Pierre, un petit mot rapide sur Anthem. Bah, sur Anthem, c'est les boules parce que j'y croyais vraiment sur le fait qu'ils allaient enfin gagner un match. Ils ont montré des super choses. En tout cas, dans les ambitions, les intentions. Et puis, ils ont fait des matchs très, très, vraiment pleins. Ils ont perdu des fois de que dalle. Et là, tu sens que bah, voilà, ils ont les mains en haut du guidon. Ils attendent la draft. Ils n'en ont plus rien à cirer. Il y a qu'à voir la défense quoi, face à DC. C'est cata. Quoi. Quand tu vois Corbin Smith qui court à côté de Hoytland, tu as compris. Quand tu vois Sam Gola ou Mickey Grandi qui ont pas envie de plaquer, bon, bah, tu as compris. Et par contre, il y a un joueur. Enfin, cet enchaînement de DC, quand même, ça prouve un truc, moi, je trouve, cette semaine, c'est qu'ils ont peut-être le meilleur, un des 3 meilleurs packs du championnat. Tu regardes Iscaro, franchement, c'est un super pilier. Tex Nagali, il a été dominant. Rob Harley, en deuxième ligne, il est vraiment fort. Doty, qui a joué qu'un match sur deux, il est fort. Facundo Gatas, c'est un monstre. Enfin, typiquement, Facundo Gatas, je serais pas surpris qu'il soit dans l'équipe type de la saison, quoi. Alors que voilà, il y a des clients quand même au poste de talonneur. Et puis il faut quand même parler de Corey Daniel. On en parle régulièrement, mais il fait les 2 matchs dans la semaine. Il fait 36 plaquages, 46 rucks, où il arrive le premier. Il marque un essai. Il est dans le 15 de la semaine. Voilà, c'est n'importe quoi. C'est un mec qui, physiquement, c'est n'importe quoi. Donc voilà, il faut relativiser par rapport à l'adversaire, mais honnêtement, il est énorme, quoi. Ouais, mais d'ici, ça, c'est reparti de l'avant, hein, alors qu'ils avaient enchaîné pas mal de défaites avant cette période. Parce que d'ici, on les avait aussi enterrés, parce qu'il y avait un sale enchaînement. On rappelle qu'ils ont perdu 3 matchs de suite à Nola contre Miami et à Houston. Et depuis, ils ont quand même réussi à enchaîner 3 succès contre Utah, contre Nola donc, et cette fois contre Anthem. Ils ont une fin de saison qui est censée leur permettre d'assurer définitivement les barrages. Et ils vont d'ailleurs se poser en arbitre. Ça, c'est très intéressant. Et ça, on en reparlera un peu plus en détail tout à l'heure. Ils vont se poser en arbitre de la lutte pour les playoffs à l'ouest, puisqu'ils accueillent Los Angeles. Ils vont affronter San Diego également. Voilà. Donc ils peuvent casser les couilles à quelqu'un et envoyer quelqu'un dehors sur la conférence ouest. Mais il y aura surtout un déplacement à New England le week-end prochain, qui sera hyper intéressant parce que peut y avoir quelque chose. Bastien qui nous dit Captain America pour Corey Daniel. Je pense que c'est un bon surnom. Ouais, ça lui va bien. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur D'ici, ils ont quand même de la chance parce qu'ils ont chopé justement les équipes dont tu parlais là, les 3 derniers matchs. C'est des équipes qui étaient sur des bonnes dynamiques en début de saison et qui s'écoulent un peu sur la fin. Et eux, ils arrivent à un moment où ils sont un peu mieux. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment les juger sur ces 3 derniers matchs ou pas. Va falloir voir ensuite parce que du coup, ils iront en playoff. Ils sont deuxième à l'Est. Mais honnêtement, je pense que c'est un peu tôt pour juger cette équipe de DC et dire que elle est totalement soignée et qu'elle se pose véritablement en contender, tu vois, à l'Est. Bastien avait annoncé, je le rappelle, finale de championnat, hein, donc victoire de la conférence Est. Ouais. Moi j'avais dit Chicago, c'est pas forcément plus clair, mais c'est vrai. Alors c'est vrai qu'il faut relativiser par exemple le succès face à Utah qui a lancé cette série, parce que tu joues Utah le week-end à la fin du triptyque de Utah qui avait joué 3 matchs dans la semaine, qui avait tapé Chicago, avait enchaîné en tapant San Diego derrière.
et a très clairement relâché pour ce déplacement à DC parce que les 2 matchs les plus importants c'était les 2 premiers à domicile, notamment celui contre San Diego. Et donc c'est vrai qu'il faut remettre en perspective. Le calendrier a eu énormément d'influence et a une énorme influence sur cette saison. Ce sera impossible de quantifier ça, mais il est vrai que certaines équipes ont joué tel adversaire à certains moments, ce qui a permis de l'emporter ou au contraire Ça, c'est ce qu'on appelle le principe du calendrier. C'est que tu joues des adversaires à certains moments et d'autres à d'autres. Alors Donc, moi je me suis penché sur calendrier. je me suis penché sur certains calendriers. T'affrontes pas tout le monde. Non, bon, oui, évidemment. Mais Non, mais quand es à l'Est, je veux dire, ça a une incidence, d'après moi, davantage quand tu es à l'Est que quand tu es à l'Ouest. Parce que quand tu es à l'Ouest, déjà, tu as une poule à 5, et en plus, tout le monde est fort. Donc, dès que tu rencontres une équipe à l'Ouest, c'est pas favorable, tu vois. Tu te dis juste, bon, bah, faut être bon, quoi. Alors qu'à l'Est, déjà, tu as Anthem qui est un punching ball où tu sais que face à eux, même en faisant tourner ou en une gestion à peu près correcte, sauf si tu es complètement con ou que tu t'appelles Miami ou Utah et que tu es capable de perdre contre tout le monde parce que tu es fou, le reste du temps, normalement, tu as déjà 2 rendez-vous qui sont plutôt pas mal. Si la question c'est est-ce que le calendrier était équilibré, peut-être pas, mais je crois vraiment que les équipes qui sont pas play-off, elles peuvent s'en prendre qu'à elles-mêmes. On va pas dévoiler tout, mais tu regardes les 2 derniers à l'Est et le dernier à l'Ouest, pour l'instant, j'ai envie de dire chèque, quoi. Ça n'a rien à voir avec le calendrier. Ce qu'ils proposent n'est pas suffisant. on est d'accord, c'est vrai, on est d'accord. Et quand le calendrier était sorti, on avait fait une émission au mois de novembre, décembre, où forcément c'était au moment où il y avait l'annonce de Dallas qui disparaissait, donc c'était un bordel sans nom. Et on s'était dit que voilà, quand t'es à l'Est, t'affrontes évidemment tes 5 adversaires 2 fois, plus certains adversaires de l'Ouest 2 fois, mais pas tous. Donc voilà, il y a tout un micmac. Forcément, t'es sur un truc à 11, donc c'est un petit peu compliqué. Allez, on avait dit que ça allait être chelou. Ouais, non mais c'est sûr. Puis en plus, tu rajoutes à ça des matchs en semaine. Et les matchs en semaine. Voilà, ça pour le coup en plus. Voilà, il y a des équipes qui, si je dis pas de bêtises, ne joueront pas ou quasiment pas en semaine. Je sais que par exemple Chicago va jouer une seule fois en semaine et c'est la dernière journée. Ouais. Il joue au-delà Houston. de la semaine, le fait d'enchaîner des 3 matchs en 9 jours, c'est quand même. Oui, très clairement. Forcément, il y a un moment où tu fais un pass sur un match et c'est tout bénef pour l'équipe qui est en face. Sauf si tu t'appelles Anthem, encore une fois, bien évidemment. Et Anthem, ils ont fait l'impasse sur la saison. Ouais, pour l'instant, ils font la passe sur la MLR, carrément, hein, parce que ça fait 2 ans de suite, on rappelle. On va voir si sur les 3 derniers matchs, Anthem va réussir à aller chercher quelque chose. On rappelle juste, Anthem, ils ont fait 7 points l'année dernière. Spoiler, c'est non. 7 points l'année dernière. Est-ce qu'ils feront mieux ? Manifestement, c'est pas gagné pour faire mieux. Non, mais ce qui est trop dur, c'est que le mois de mars qu'ils vivent, mais franchement, t'es supporter d'Anthem, tu te fous en l'air. Ils perdent d'1 point contre Miami à la dernière seconde. Ils perdent de 4 points contre le Glory et de 1 point contre Houston. Je veux dire, normalement, la pièce, elle aurait dû tourner là, quoi, tu vois. Après, t'es pas ridicule contre Seattle. Tu perds de 8 points contre Chicago, qui est grave fort au moment où ils les prennent. Bon, voilà, ça fait 3 semaines qu'ils prennent 45 points et t'as compris qu'ils avaient renoncé, mais ils sont quand même moins nuls que l'année dernière, quoi. Ils sont moins. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord que Anthem est. Ils étaient. Du coup. Non, mais ouais. Les 3 premiers choix de draft encore. Et en 2029, Anthem, il marche sur tout le monde. Ouais. Bon, allez, vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave. De toute façon, ça reste quand même moi qui mène le. Moi, je vais pas me prononcer parce que la dernière fois que je leur ai souhaité du bonheur, ils ont sombré, ils ont coulé. Donc je vais dire qu'ils vont se faire éclater toute la saison prochaine et puis peut-être qu'il se passera quelque chose de bien pour eux. Voilà, maintenant, donc du coup, on n'est plus dans l'ère où on fait des paris, on fait en sorte d'être méchant pour ensuite pour que ça se passe dans l'autre sens. Allez, exactement. On va partir du côté de Miami parce que Pamiche brûle d'impatience de voir les requins, les Sharks
de Miami. Accueil de New England qui est absolument injouable depuis à peu près 2 mois. Et Miami qui va très très bien commencer ce match. Avec Shane O'Leary, je me suis beaucoup moqué de lui en début de saison. Bah là, il est très très solide. Il met les premiers points du match et regardez quelques secondes plus tard, il vient intercepter ce coup de pied. Et derrière, il vient nous faire une 50-22 de bâtard. Voilà. Bon, pour moi, le ballon, il est sauvé. Hein. Mais l'arbitre considère que non. Donc, ou alors, il y a une ligne que j'ai pas vue sur le terrain. Ce serait pas étonnant non plus en MLR. Donc, du coup, bah, ça offre une touche à nos amis floridiens. Et derrière, eh bien, ça va être un essai pour cette équipe de Miami avec le coup de pied. À la retombée, il y a le duel Mora-Webster. O'Leary est là, il foire aussi, mais c'est pas grave, il y a Marcos Young qui vient terminer le travail. Beaucoup de réussite sur cet essai. Mais voilà, ça marque. Voilà, superbe balai entre Mora et Webster. Ça fait 8-0 en faveur de Miami. En face, il y a quand même une équipe qui sait réagir. New England, c'est la meilleure équipe depuis quelques semaines. Joe Johnston qui vient s'échapper, ballon en main, qui se heurte à O'Leary. Le ballon rebondit très très vite et on va chercher de l'autre côté pour laisser finalement. Eh bien non, parce que Miami se défend très bien. Miami fait un très très gros début de match, je vous le disais. Et oui, j'ai mis plus d'action parce que Miami a été vraiment impressionnant. Bon, pas sur cette prise de balle. Voilà, Mora se foire, Marcos Young se foire, tout le monde se foire, et finalement Tevitason vient marquer un essai. Bah oui, faut pas déconner. T'es devant tes 22 pendant 22 minutes, là, évidemment qu'à un moment tu prends un essai. Alors, c'est checké à la vidéo évidemment parce que, bah ouais, on sait pas trop. A priori, c'est du pied qui touche le ballon. C'est le genou, c'est le genou. Ouais, enfin le genou, pardon, le genou. Mais bon, il essaie que... Et les deux mains. pour moi, c'est un... Il y a pas de problème. Autant il y a des arbitres qui ont vraiment été excellents ce week-end, autant celui-là, le trio arbitral est cataclysmique. Luke Rogan a été. Pour moi, il la touche pas avec les mains. Hein. Arrête, il touche avec les deux mains, les deux. Moi, j'ai du mal à croire qu'il la touche pas avec les mains. Mais là encore, regarde, le coup de pied, Mora, il prend le ballon, il le foire, mais il y a O'Leary qui suit. Bon, bah, ça fait 2 essais à 1 pour Miami, hein, parce que Miami, quand même, est reparti de l'avant et va aller inscrire dès le retour des vestiaires. C'est l'essai du break avec Giuseppe Dutoit, ou Dutoit, je sais pas exactement. Il est canadien, donc on va dire Dutoit. Avec cette petite percée, l'essai qui permet donc de prendre un petit peu le large, 23-7 avec une nouvelle pénalité d'O'Leary. New England qui va revenir avec Conradi une première fois. Et puis à la 69e, c'est Mathias Orlando, le mal nommé joueur de Miami, qui va aller inscrire l'essai du break définitif, le coup de grâce contre cette équipe de New England. Ça va y aller en plusieurs temps évidemment, mais on a l'habitude. Voilà, le petit saut comme on aime. Et l'essai, c'est l'essai du bonus, c'est l'essai de la victoire. Conradi va s'offrir un petit doublé, mais ça ne suffit pas pour revenir. Ça ne suffit pas même pour prendre 2 points. Et petite stat intéressante, bah, c'est fin de série pour les Free Jacks. 7 victoires de rang avant ce revers à Miami. Donc voilà, fin de série pour New England. Mais surtout, ce qu'il faut souligner, c'est ce succès 30-19 de Miami qui s'impose après avoir gagné face à Nola, après avoir battu Houston aussi il n'y a pas longtemps. Ils sont enfin lancés. On en parlait déjà tout à l'heure quand on évoquait Nola et DC en même temps. Pierrot, je me tourne vers toi en premier, bien évidemment. Il y a quelque chose qui a changé dans cette équipe quand même. Ouais, bah, déjà, tu as des leaders qui sont un peu plus au rendez-vous que les semaines passées. Ardao revient bien. Orlando, Ben Bonasso solide. Mais la trouvaille de Miami ces dernières semaines, c'est d'avoir replacé Sean O'Leary à l'arrière, en fait. Parce que ça permet 2 trucs. Déjà, de sortir Santi Videla, que j'adore, mais de sortir Santi Videla qui a gagné 4 matchs cette saison et qui en a perdu 6. Donc, c'est jamais très bon quand un de tes leaders est pas là quand tu gagnes et est là quand tu perds. Et puis, avec ce remplacement, ils peuvent titulariser Martin Elias, l'ancien Jackals, qui est juste très, très fort, qui est hyper précieux au pied, qui trouve pas mal de diagonales dans le dos des ailiers. Et tu gagnes face à une très bonne équipe de Old Glory, alors que tu as quand même un ailier qui est fâché avec ses mains. Joshia Mora, c'était cata. Il a dégueulé 3000 ballons. Tu te dis, mais c'est possible quand même que ce garçon soit professionnel de ses mains avec de tels par rapport à ce sport.
Ah, Mais bon, voilà, sur ce match-là, il n'a pas été bon, je ne veux pas l'accabler. Et juste, si j'ai le temps, c'est quand même le duel de mes 2 chouchous de la MLR. Gomez C'était Vara. Wian Conrad Ah non. versus Ardao. Gomez Vara n'était pas là sur ce match-là, mais c'était Ardao versus Conradi. Et c'était feu d'artifice. Vous regardez les Ah là stats, là. Ardao, il a un travail énorme. ils ont des stats de 3 quarts. C'est-à-dire que 12 courses pour Conradi avec ballon en main, 9 pour Ardao, 71 mètres pour l'Uruguayen, 52 pour le Namibien, 4 défenseurs battus chacun, 7 fois Conradi va gagner la ligne d'avantage, 6 fois pour Ardao, 2 essais pour Conradi, Ardao décisif sur un groupé pénétrant. Franchement, ces 2 mecs, je le répète assez régulièrement, putain, mais allez les chercher, quoi. Allez les chercher. T'es un club comme, je sais pas, Colomiers, comme Angoulême, allez-y. Franchement, ils vont pas être très chers quand tu vois le salaire de Gershwin Mouton ou d'autres joueurs qui se sont révélés pendant la Coupe du Monde 2023, qui jouent en Pro D2 aujourd'hui. Mais foncez, je suis certain que ces gars-là, ils peuvent être ultra dominants en Pro D2, voire même en top 14. C'est vraiment des purs bons joueurs. Donc, je suis ravi de les avoir en MLR et je suis vraiment très heureux que les outsiders en puissent commenter leurs performances tous les week-ends. Mais ce serait peut-être une super pioche en Europe. Le message est passé. On espère qu'il y a des recruteurs qui nous regardent. Et s'ils ne le font pas, eh bien, ils ont tort. Mais évidemment, on est là tous les mardis, comme aujourd'hui on est mercredi, mais parce que il n'y a pas de jour dans la semaine. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. On est sur Twitch, voilà. Hein, si je veux flinguer la loi F1, je peux. Non, évidemment, c'est une blague. C'est une blague. Pas de ban. Merci. Adrien Abadi, qu'est-ce que t'en penses toi de ce changement de j'ai pas envie de dire mentalité parce qu'il y a encore pas mal de scories, on l'a vu, tu dégueules des ballons dans tous les sens, mais Miami est beaucoup plus impressionnant. Ouais, non, mais après, évidemment qu'il y a du déchet, mais c'est la MLR, donc il y en aura toujours. Mais au-delà de ça, ouais, je suis d'accord, hein, c'est extrêmement important ce qu'a dit Pierre. C'est Martin Elias, moi je l'ai trouvé très bon contre New England et ça fait que 5 matchs là, qui joue cette saison. Mais je pense qu'il n'y est pas pour rien dans cette bonne dynamique de Miami qui reste du coup quand même sur 5 victoires là, sur les 6 derniers matchs. La seule défaite, elle est contre Chicago, mais c'était un petit match 14-7. On n'a pas l'habitude de voir ça en MLR. Et comme tu as dit, ouais, ils ont battu Houston. Là, maintenant, ils battent New England. Et hier, enfin, et contre New England, du coup, c'était hier, ouais, je crois. Ou il y a 2 jours, je sais plus. Bon. Il y a 2 jours, c'est l'occupation au pied, en fait. Dans le jeu d'occupation au pied, ils ont été extrêmement bons. Je vois 1028 mètres contre 757 pour New England. C'est-à-dire que la bataille au pied, ils l'ont clairement gagné. Tu mets 2 essais en jouant sur les ailes parce que les ailiers de New England montent trop vite. Bon, après, en effet, ils ont un peu du mal à attraper les ballons et ils ont des moufles parfois à la place des mains. Mais bon, ça finit quand même sur 2 essais. Et clairement, moi, cette équipe de Miami, elle peut embêter tout le monde. En vrai, j'ai pas envie de les jouer là sur la fin de saison, hein. Ah, c'est vrai que sur la fin de saison, ils vont être chiants sur les matchs importants. Ouais, Pierre. Oui, pardon, ils me font penser vraiment à Dallas l'année dernière. C'est une équipe qui est pas magique, qui va pas rouler sur la gueule de tout le monde. C'est pas Houston, c'est pas DC, c'est pas All Glory. Mais comme Chicago, comme Dallas, c'est des équipes horribles à prendre. Parce que s'ils sont dans un bon jour et que devant ça sourit, ben, ils vont te prendre fou en fait. Donc c'est typiquement, et je suis d'accord avec Adrien, le genre d'équipe que tu n'as pas très envie de jouer. Je pense même que tu préfères jouer Utah parce que c'est plus caricatural entre guillemets comme jeu que de prendre cette équipe de Miami. Surtout que Utah, ils sont pas sur une très bonne dynamique là en ce moment. Non, pas top. Ça va moins bien. Et justement, la transition est toute trouvée puisqu'on va aller du côté du Texas pour voir Houston-Utah, évidemment, parce que Utah, c'est pas dans le Texas. Je suis encore assez bon en géographie, merci. C'était le match commenté par Sport en France. Adri, c'est justement toi qui as pu le commenter avec Lucien Jahan. Je vous rappelle, hein, pour ceux qui ne le savent pas, Sport en France diffuse un match le lundi soir ou le mardi soir chaque semaine en MLR. Et on collabore avec eux sur ce match, on vient le commenter avec eux. Voilà, c'est la petite collaboration qu'on a mis en place. Oui, c'est eux qui collaborent avec nous, je crois. c'est eux qui collaborent avec nous. Ils nous ont appelés
pour nous demander, nous dire Ah. on a la MLR mais on n'y connaît rien, est-ce que vous pouvez venir nous aider? On a dit bien sûr, évidemment. Je suis arrivé avec mon Stetson et j'ai fait allez, vas-y, envoie-moi le résu Houston, Utah. Envoyez-nous des experts. Exactement. Alors, c'est très simple ce match. Utah s'est pris un énorme TGV dans la tronche. 40e seconde, le petit coup de pied récupéré par Wandy Oliver. D'Angelo Lewilla, il nous fait une quasi poitreno et essai. Première minute. Voilà, tu sais déjà que le match il est pliax parce que Wandy Oliver, qui est un demi de mêlée de formation, je rappelle, se fait plaisir depuis 2 semaines sur l'aile et il marque dans tous les sens. Et en gros, ça va jamais s'arrêter. Il va y avoir un essai de Seth Smith qui va marquer sur ballon porté, hein, le jeune talonneur de 19 ans à peine. 24e, la petite 50-22, David Kutzer et le Viking, encore une fois, vous allez voir. Vous n'allez pas le rater, hein, de toute façon, il y a des belles tresses blondes. Seth Smith qui va. Là, c'est un essai très houstonien. Hein. Voilà, on est solide devant, on fait mal à tout le monde et puis ça fait essai, hein, comme toujours. Et puis en plus, voilà, le jeu, la vitesse, encore une fois, 34e minute, t'as laissé du bonus déjà face à une équipe de Utah qui ne met pas un point en première période. Voilà, ça joue vite, ça fait des passes après contact. Dominique Aquina, encore une fois, il vient bien fixer Traynor pour servir Oliver le doublé. Et même à 14, puisque Lyndon Moss prend un rouge, Houston va continuer de dominer malgré tout. Je vous mets quand même cet essai parce que celui-là, il est magnifique. On a encore Dominique Aquina, le petit coup de patte et qui va marquer évidemment. Total Atasi, il est monstrueux. Cette combinaison, elle marche tout le temps. C'est un vrai cheat code. Le petit coup de pied derrière la défense pour envoyer Tazi à l'essai, ça marche quasiment chaque semaine. Alors Utah va marquer 3 essais derrière, mais vraiment je vous les passe parce qu'il n'y a pas grand chose à. Enfin, je les mets pas parce qu'il y a clairement rien à dire. Un essai de pénalité, un essai de Frank Locoré, un essai de Joel Oxon. Il n'y a même pas le point de bonus et ça fait 40-19. Je le disais, Adri, tu as commenté ce match. Tu m'as dit en sortant, la première mi-temps c'était plié, donc la deuxième était plus chiante. Ils étaient impressionnants. Ouais, non, honnêtement, c'est dommage parce qu'on s'attendait à quand même un gros choc, tu vois? C'était un match, importantissime pour la première place à l'Ouest. On s'attendait à voir, honnêtement, Utah, c'était, une des plus belles équipes là ces dernières semaines. Bon, ils étaient sur une dynamique là, ça faisait 2 matchs, qu'ils perdaient de suite, mais c'était une des plus belles équipes à avoir joué. Houston monte en puissance et on s'attendait à voir un match quand même, vraiment pas dominé à ce point par une équipe de Houston qui clairement a roulé sur Utah en première période. J'ai vu une domination vraiment genre, sans partage quoi. C'est-à-dire que Houston jouait parfaitement et Utah, tu avais l'impression qu'ils étaient totalement éteints. Honnêtement, cette équipe de Houston, moi, ce qui m'a vraiment impressionné en première période, au-delà du fait que les lancements étaient extrêmement justes, que Davy Kotzer a été très bon, que derrière, Dom Akina distribue très bien aussi, c'est en défense. En défense, je les ai trouvés vraiment extrêmement impressionnants, c'est-à-dire que c'était ultra agressif sur le porteur de balle, ça laissait pas jouer. Tu avais une équipe de Utah qui était totalement perdue. Joel Hudson, qui est quand même l'un des joueurs majeurs de cet effectif, il était perdu sur le terrain, il savait plus quoi faire avec le ballon, il avait le temps de rien faire, c'était que des imprécisions. Et vraiment, non, équipe de Houston ultra impressionnante. Et surtout une équipe de Utah là maintenant qui reste sur 3 défaites de rang avec celle à Glory, celle contre Seattle. Maintenant, celle à Houston, ça devient compliqué pour Utah qui clairement était pour moi, on en parlait il y a un mois, faisait partie des favoris. Et, euh, et là, ça commence à se tendre un peu pour eux, quoi. Je vous mets rapidement, hein, les stats du match. Utah a eu la possession à beaucoup moins plaqué. Regardez, 136 plaquages pour Houston, 69 pour Utah. A été moins pénalisé. Bon, ça se joue pas à grand chose, mais a parcouru beaucoup plus de mètres ballon en main. Là, ils ont gagné la ligne d'avantage beaucoup plus de fois, mais voilà, ils se sont fait rouler dessus, notamment en première période. Et en effet, 3 défaites de rang, ça commence à être un petit peu compliqué Ouais, mais pour Utah. pour revenir sur ces stats, en vrai, elles sont pas du tout représentatives. C'est C'est-à-dire ça. que Utah avait le ballon, mais n'en faisait strictement rien, quoi. Ils avançaient pas. Dès qu'ils avançaient, c'était des fautes de main. Et tu les as pas sentis dangereux une seule fois, quoi.
Pierre, je t'ai vu hocher la tête quand Adri parlait de la défense. J'ai surtout vu ton message où tu dis l'équipe de bourrin mais intelligent. Qu'est-ce que t'entends par là? Mais en fait, il y a un chiffre qui apparaît pas dans tes stats et je pense que c'était fait pour me faire briller, c'est les mètres gagnés au pied Exactement. et Houston, ils se font pas chier. 1,2 km gagnés au pied. Le rugby, c'est avancer et pour ça, tu peux avancer soit par la main, soit par le pied et le truc, c'est qu'ils sont devenus peut-être un peu caricaturaux, mais ils ont repéré une faille chez Utah qui était son 3e rideau. Ils ont arrosé, le plus possible et au final, ils ont quasiment 2 fois plus de plaquages que l'adversaire. Il Vous l'avez dit, c'est 60-40 quasiment sur l'occupation et la possession, mais quand tu multiplies les temps de jeu, tu repars de ton camp, tu es mené au score, tu dois faire les efforts. En face, je pense que c'est pas un match où Houston s'est fatigué et ils peuvent, dire merci à David Kodzer et puis à Drew Wild, franchement, c'est peut-être le joueur le plus créatif et le plus intéressant à Houston. Il apporte un truc un peu différent. Puis évidemment, devant, c'est des bouchers, quoi. Seth Smith, il a une gueule de débile, mais franchement, il est super fort et et c'est chouette à regarder. Sam Tuifua, le 8, c'est un super joueur. Non, mais vraiment, je suis pas je suis pas étonné de l'écart parce qu'en plus, c'est les 2 équipes qui sont quasiment les plus caricaturales de la MLR. D'un côté, Houston, très pragmatique, école sud-africaine, puissance, 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 et de l'autre, Utah qui, pour briller, a besoin de mettre de la vitesse et de mettre du volume. Mais si tu mets de la vitesse et du volume sans gagner tes duels, bah, tu avances pas en fait, tu fais juste des passes devant la défense. Et c'est un peu ce qui s'est passé, je crois, Adrien. Donc, au final, tu tu as fait briller Houston parce que tu étais pas capable de contrer leur jeu au pied qui était plus long. Houston qui avait déjà remporté le match aller à Utah largement. Il l'avait emporté 37-17. Ça veut dire que 17, je crois. ouais, Utah a pris 87 points, 77 points pardon, par Houston et n'a jamais réussi à aller chercher le bonus offensif. Ouais, ouais, non, mais je te dis, et il a assez bien dit, Pierrot. C'est vrai que le jeu au pied, c'est une force énorme pour Houston. Et le truc, c'est que tout le monde en plus peut le faire. C'est-à-dire que quand Davy Kodzer il est blessé à la 50e, derrière, tu fais rentrer Eiji Alatimu. Et que ce soit Davy Kodzer ou Eiji Alatimu, les deux sont très très bons dans la diversité du jeu. Et surtout, ils ont un jeu au pied parfait. C'est-à-dire qu'ils arrivent toujours à jouer sur le deuxième ou le troisième rideau, qui est en effet un problème pour Utah. Au-delà de ça, tu as Dom Akina au centre qui peut le faire aussi. Et derrière, tu as Tassi qui peut en profiter. Et vraiment, non, cette équipe de Houston, moi, je trouve qu'elle monte en puissance. Et ce qui m'a impressionné, c'est leur défense. Et c'est un truc qu'on met rarement en avant en MLR, donc je tiens à le faire quand même. Parce que vraiment, la défense de Houston a été ultra solide tout le match. Ils n'ont pas remporté un seul duel du côté d'Utah. Et c'est quand même une équipe qui, certes, met du jeu et du volume en attaque, mais qui, devant, quand même, peut faire très mal. C'est une des meilleures mêlées de la MLR. Et là, ils ont été dominés partout, quoi. Un petit mot très rapidement sur Randy Oliver. Ça fait 2 matchs qu'il joue à l'aile. Alors il avait déjà joué un match à Miami à l'aile, mais on avait totalement fait tourner. Normalement, c'est un demi de mêlée de formation, je le rappelle. Ça fait 2 matchs de suite Ouais. qu'il est titularisé au poste de numéro de 14. 3 essais, un contre San Diego, 2 là. Est-ce que t'as un petit peu fait gaffe à sa manière de jouer? Est-ce qu'il y a un truc à ressortir particulier dans son jeu? Au-delà de sa vitesse, évidemment, hein. Ouais, bah franchement, bah déjà, il est jeune, hein, il a 23 ans, mais il a été beaucoup utilisé à l'aile, hein, cette saison. C'est pas que la deuxième fois. Là, après, il a été titularisé 4 fois sur 8 là, cette saison. Mais il a été très bon la semaine dernière, très très bon encore contre Utah. Et honnêtement, t'as pas l'impression que c'est un œuf de formation, hein, finalement. Le mec a toutes les caractéristiques aussi d'un ailier. Là où tu sens peut-être un peu qu'il est neuf de formation, et c'est comme on le voit là sur ce premier essai, c'est dans sa manière de jouer au pied, dans la manière de lire un peu les défenses. Tu vois que le gars a de la technique et du ballon. Et après, ça a payé sur ce premier essai notamment, mais le mec va à 2000 aussi, quoi. Ouais, 39, c'est quand même. Enfin, c'est pas étonnant qu'il soit repassé à l'aile, quoi.
Ouais. C'est pas le premier, hein, évidemment, parce que Nate Oxberger, l'un de mes chouchous, si vous suivez le MLR Show, vous en avez l'habitude. Joue à l'aile maintenant à Chicago, mais a commencé sa carrière en 9 à San Diego. Il a joué d'ailleurs les 2 finales de MLR, l'une en 9, l'une en 11. Voilà pour ce Utah, ce déplacement de Utah à Houston. Houston qui est donc large leader désormais de la conférence Ouest. On regardera le classement dans quelques instants. De la MLR même. De la MLR, exactement, parce qu'avec la défaite de New England, Houston a le meilleur bilan comme l'année dernière. Alors, beaucoup moins impressionnant que l'année dernière. Je parle en termes mathématiques, je parle vraiment en termes comptables, mais en effet, Houston est de nouveau la meilleure équipe. Alors ça ne change rien pour la finale, hein. La finale c'est sur terrain neutre, hein, on sera dans le Rhode Island, voilà pour ceux qui demandent, ce sera le 28 juin, coup d'envoi 20h heure française si je dis pas de bêtises. Et on espère pouvoir faire quelque chose sur cette finale. Voilà, c'était le petit tease. On va repartir sur la conférence Ouest. On va rester sur la conférence Ouest parce qu'on a désormais les 3 équipes qui vont se disputer les 2 autres places pour la conférence Ouest, pour les playoffs. Il y a l'arbitre San Diego, mais il y a surtout le duel donc entre Seattle et Los Angeles. Et Seattle, justement, accueillait San Diego qui a un match en plus, je le rappelle. Et Seattle va très très bien commencer ce match. Mais comme toujours, hein, s'il n'y a pas un essai dans les 5 premières minutes, c'est pas un match de MLR. Et c'est comme toujours, Dyvan Rousseau qui marque cet essai. 8e réalisation de la saison pour le Namibien, qui est le meilleur marqueur de cette équipe de Seattle, qui n'hésite pas à enquiller les points au pied avec Rod Jonah. En face, c'est pareil avec Stéphane Krimp du côté de San Diego. Donc ça reste, vous le voyez, hein, très très serré. Mais San Diego va se retrouver à 14 en milieu de première période, pardon. Et du coup, c'est Hatting qui va en profiter avec cet essai en force. Seattle prend les devants et Seattle va avoir des balles de break, notamment là-dessus. Regardez le coup de pied de Kruse. Et le duel entre Grayson et Rousseau, c'est derrière Dan Creel qui vient aplatir. Mais en fait, bien les arbitres, regardez à la vidéo, vont considérer que Ethan Grayson a réussi à aplatir ce ballon en glissant. Il y a eu beaucoup de vidéos cette semaine. Là aussi, ils vont avoir une grosse occasion, les joueurs de Seattle, avec cet en avant dégueulasse de Yona, alors qu'il y avait essai tout fait. Et du coup, forcément, quand tu rates tes occasions, tu te fais punir derrière. C'est Brad Wilkin qui va inscrire le 2e essai de San Diego à la 49e minute en force. Voilà, il y a la ligne, hein, vous inquiétez pas, on la voit pas, c'est Seattle, c'est comme ça. Ça va être le début véritablement du chassé-croisé. Parce que même si Seattle va encore dégueuler des ballons immondes, attention. Superbe, c'est magnifique, c'est magnifique. Voilà, Seattle qui se met clairement tout seul dans la merde, même si Duncan Matthews va débarquer là-dessus et va inscrire un essai tout simplement magnifique. Bon, Grayson il défend pas des masses là-dessus, on peut pas dire qu'il soit exempt de tout reproche. Voilà, petit crochet sur Tupai derrière, c'est pareil, il fait pas beaucoup d'efforts, Connor Tupai. Ça c'est habituel en les défenses de MLR. On revient à ce qu'on connaît. San Diego va revenir grâce à Shiloh Klein, puis va prendre l'avantage 69e sur cette superbe passe de Tupai pour aller chercher Ryan James en bout de course. Alors que Seattle est à 14 à ce moment-là et donc à nouveau de son côté en infériorité numérique. Et puis regardez, Seattle va quand même pousser, va encore dégueuler des ballons et faire des fautes incroyables. Encore une fois, je vous mets ce superbe en avant, voilà, les mains pleines de beurre, merci Eddie Fouché. Et puis finalement, sur la dernière action, il va y avoir cette énorme mêlée, cette énorme poussée de la part de Seattle, et c'est Ojenoa qui va inscrire l'essai de la victoire pour les Seawolves, qui l'emportent 29-25 avec le bonus offensif, double bonus pour San Diego. Mais c'est une défaite qui permet à Seattle de revenir, alors déjà provisoirement, passer devant Los Angeles qui jouait plus tard, qui jouait lundi soir du côté de Chicago, et surtout de revenir pas très loin de San Diego qui, je le rappelle, a un match en plus. Tu le disais Pierre tout à l'heure, l'équipe qui est 5e à l'ouest, donc en l'occurrence Seattle, Nola et Anthem qui sont 5e et 6e à l'est chez, on a quand même Seattle qui va quand même beaucoup mieux. Alors c'est pas trop ça, c'est pas le grand Seattle qu'on a pu connaître, mais quand même, force est de constater que globalement, ils sont beaucoup plus présents. C'est mieux, mais après, franchement, ils ont une moule incroyable de gagner ce match-là.
enfin, ils ont vraiment tout fait pour le paumer, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais Ah bah, je pense qu'on ballon a à eu 3 mètres assez de la ligne, c'était rare, quoi. Ah, Enfin, alors ils font tout pour le paumer, mais ils peuvent aussi le tuer une dizaine de fois quand même. Oui, ouais, c'est vrai. En fait, oui, non, mais t'as raison. C'est juste que cette équipe de Seattle m'emballe pas du tout cette année. Voilà. Vraiment, alors, peut-être qu'ils seront champions, hein, ce serait extraordinaire. Mais je les trouve inconsistants. Je crois vraiment que cette année, je n'ai jamais vu Seattle faire un grand match. Ils battent New England à la J4. C'est, c'est presque un miracle. bah, je crois qu'il marque à Ils la sont fin sur une. d'ailleurs. Hein. Ouais, il me semble aussi. Bon, je veux pas dire de bêtises, j'irai vérifier. Mais il me semble que c'est ça. Et là, ils sont sur une dynamique où ils ont perdu que 2 matchs depuis mars. Mais c'est jamais bien, en fait. Tu vois ce que je veux C'est dire? toujours à l'arrache, Donc, ouais. ouais, tu vois, tu gagnes de 6 points contre Chicago. Et ça, c'est un bon résultat. Mais le contenu du match, pas fou. Tu gagnes contre Anthem en mettant 60 points. Mais en fait, comme tout le monde, tu fais nul à la piole contre Los Angeles. Tu gagnes contre Utah, un match que tu dois probablement pas gagner. San Diego, tu gagnes à la sirène sur une mêlée, alors que normalement, ben, San Diego, ils doivent pas péter comme ça, tu vois. Je sais pas comment tu te démerdes pour ça. Et puis après, il y a quand même un truc qui fait que j'arrive pas à les apprécier non plus. Déjà, j'aimais beaucoup la paire de centres de l'an dernier. Cette année, je les trouve moins bons. Et puis, Rousseau replacé en centre, c'est quand même pas dégueu, hein. oui, mais c'est très bien, mais je l'aime bien en 15 et puis je préférais, Ouais. Krill, que je trouvais, l'année dernière vraiment, quasiment le meilleur 13 du championnat. Là, je suis désolé, mais il y a un truc, les couleurs du stade, les lits, mais j'ai plus envie de les regarder, quoi. En fait, il y a plein d'équipes Un qui ont fait des enfer. exploits, mais Seattle, c'est trop dur. C'est Je vais pas dire En même temps, regardable quand parce tu joues sur un terrain de foot, c'est compliqué, quoi. ah, mais il y a pas une ligne qui va. Dallas, c'était horrible. J'adorais les couleurs de l'équipe, mais le terrain était dégueulasse. Là, cette année, je pense vraiment que Seattle, c'est les pires de MLR. Ils font pas d'efforts, quoi. Putain, mais au moins des lignes blanches sur la ligne d'essai, je sais pas. Des lignes jaunes Envie de regardables. siffler Ouais, des on voit pénaltys à rien du chaque tout. action, quoi. On voit rien du tout, c'est un enfer. La pénalité de Crimp, j'avais noté dans mes notes, je vais vous la remettre parce que c'est quand même important. La pénalité de Crimp, j'avais noté à l'entrée de la surface. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose que tu Non, vois en fait, Ouais. c'est cette putain de surface de réparation. Et je elle te est où dis, la t'as ligne envie de d'essai? siffler pénalty à chaque action. Non, mais elle est où la ligne d'essai? Regarde. La ligne d'essai, c'est un trait jaune devant les poteaux, mais devant la cage. C'est horrible. C'est horrible. C'est inregardable. Enfin, voilà. Et ça participe en fait au fait qu'ils sont pas, ils sont un peu moins attachants que d'autres. Tu vois, on le répète souvent, Houston, pour ceux qui nous regardent pas toutes les semaines, mais Houston, stade magnifique, construit exprès pour le rugby. Même, tu vois, j'ai noté tout à l'heure, attends, je vais te retrouver le nom du stade. Le George Mason Stadium à Fairfax de DC, il est moins dégueulasse alors que c'est un stade universitaire. C'est C'est celui hyper avec les champêtre. collines derrière, Ouais, il me c'est semble. celui Hein. avec les gratte plats et tu vois, c'est un stade universitaire. Mais il y a un truc, il y a une identité. Mais Seattle, c'est pire que Miami et Miami, ça fait déjà mal aux yeux, tu vois. Là, sans parler rugby, juste dans ce qui dégage, ah, je les trouve horribles en fait. Voilà. Bon, il reste 2 matchs Bon à jouer courage à en plus Seattle. pour. Et bon courage hein, quand même pour les 3 derniers matchs pour Seattle. Ouais, il en reste 2 à Si on en parle domicile. maintenant. Et ensuite, Pas si on en parle logiquement, maintenant, mais les 3. Pas si on en parle maintenant, mais les 3 matchs qui leur restent, ils sont horribles à jouer. bah, Il y a que le dernier. Il y a que le dernier où ils peuvent espérer quelque chose, je pense. ouais, on va en revenir, on va y revenir parce qu'il y a une vraie grosse lutte à évoquer sur cette conférence Ouest. Adri, je me retourne Juste vers pour dire un toi. truc, quand même, Vas-y. San Diego, ils sont quand même sur 7 défaites sur les 10 derniers matchs, hein. Ouais, c'est ça. J'allais te relancer là-dessus. San Diego avait commencé par 5 sur 5. Je sais que ça fait plusieurs fois qu'on le dit, mais San Diego a commencé sa saison à 25 points parce qu'ils ont gagné leurs 5 matchs avec le bonus offensif. Depuis, ils se sont Ouais. fait rouler dessus par Houston, par Utah 2 fois, par Houston 2 fois aussi. Ils ont perdu à domicile face à À peu près Chicago. tout le monde, hein. Et oui, ils ont perdu,
7 matchs, 7 défaites en 9 matchs depuis. Ils ont battu Nola, mais bon, pas vraiment un exploit. Et ils sont quand même allés gagner à Los Angeles. Et j'ai envie de dire heureusement parce que bah du coup c'était sinon pour la course au playoff c'était compliqué. Heureusement qu'ils ont profité d'un début de saison où les franchises se cherchaient, les équipes étaient encore en construction, parce que sinon ils seraient loin derrière à l'ouest. Hein. Ah, compliqué. On rappelle les 5 premiers matchs, ils battent Seattle. Bon, Seattle est pas bon. Ils gagnent à Anthem. Voilà, il n'y a pas d'exploit. Ils gagnent à Old Glory, là aussi encore une fois avec le bonus, 26-10. Là c'était plutôt solide, mais bon, c'était la 3e journée. Ils battent Los Angeles qui avait fait un début de saison horrible. Et ils finissent par battre Miami. Et là encore, on est en début de saison et Miami n'est pas encore totalement lancé dans sa saison, même si à ce moment-là, il trustait les 2 premières places de la conférence Est, mais parce que New England perdait tout à l'extérieur. Voilà ce qu'on pouvait dire. Ce Seattle-San Diego, est-ce que, très rapidement, Adri, est-ce que ça peut être un point de bascule par rapport d'un côté pour Seattle, qui enchaîne les victoires un petit peu à l'arrache, et de l'autre côté pour San Diego, qui avait réussi à battre Los Angeles au moins il y a quelques semaines, là, cette fois, s'est incliné. Bah déjà, faut dire que San Diego, c'est la seule équipe à avoir joué 14 matchs cette Tout à fait. saison, contrairement aux autres. Donc il leur reste plus que 2 matchs à jouer. Ce sera à prendre en compte dans le classement. Seattle, honnêtement, ok, ils sont peut-être pas ouf à avoir joué, c'est un peu dégueu, mais la dynamique est très bonne pour le moment. Alors que San Diego, vraiment, la dynamique est plus que catastrophique. On l'a dit quand même, cette défaite sur les 9 derniers matchs. Il te reste 2 matchs à jouer. C'est Miami et Old Glory. J'ai pas super envie de les jouer quand je suis San Diego et que j'ai cette dynamique-là. Seattle, il leur reste 3 matchs à jouer. Ils sont horribles aussi, on l'a dit. Donc franchement, On va regarder le je sais calendrier pas justement trop des 3. je sais pas trop comment ça va se goupiller, mais je préfère être à la place de Seattle actuel qu'à la place de San Diego. On va aller voir justement. Je vous ai fait un petit comparatif des calendriers des 3 équipes qui sont concernées parce que San Diego, on va mettre San Diego dans ce panier dans la course à l'ouest. Mais justement, on va aller voir la dernière équipe. Los Angeles qui allait à Chicago en perdition depuis quelques semaines, Chicago, et qui va quand même frapper en premier dans ce match à la 9e minute, même si Los Angeles commence à être très offensif, c'est bien Chicago qui va frapper en premier. Vous allez voir, Chris Hilsenbeck va se faire complètement refouler par la défense, mais il trouve rapidement le soutien d'Higgins, et derrière ça va rebondir dans l'autre sens avec Mac Jones qui va terminer le travail, le premier essai pour Chicago avec un maillot horrible d'ailleurs. J'ai vanté les 2 maillots de Chicago, mais alors celui-là, il est vilain. Je vous laisse juge. Bon, bah, très bien. Bon, vous aimez bien, très bien. Bah, écoutez, on n'est pas d'accord, il n'y a pas de souci. Ça fait universitaire en fait. Et j'allais dire ça fait maillot d'entraînement, mais ouais, je plussois le côté universitaire. Bon, pendant ce temps-là, bah, vous le voyez, Gonzalo Bertranou va marquer pour Los Angeles qui revient très rapidement. Encore un très beau travail de Vaughan Isaac sur son aile, le numéro 15, enfin, sur l'aile en l'occurrence. Bertranou qui va prendre son 73e carton jaune de la saison derrière, évidemment. Ça va pas empêcher LA de prendre les devants juste avant la mi-temps. Ed Timpson qui va... Bertranou, il aurait pu prendre rouge surtout. Hein. Ouais, je l'ai pas mis évidemment, mais ouais, c'est vrai que Bertranou peut prendre rouge. On rappelle 20 minutes dehors et ensuite il y a un joueur qui rentre. Chicago donc est derrière à la mi-temps, mais va réagir avec cet exploit individuel de Peyton Wall. On voit justement Bertranou qui défend pas trop. Il a peut-être eu un petit peu peur. Jason Damm va permettre à Los Angeles de repasser devant. Et puis 69e, Chicago qui va aller inscrire son 3e essai et repasser devant. Ce sera un essai de pénalité. Et à ce moment-là, vous allez voir, voilà, l'arbitre va prendre son temps, avant de choisir. Il va aller checker à la vidéo. Je vous le dis, ce sera essai de pénalité, mais surtout, et c'est là que c'est très important, c'est que Lucas Burr va prendre un carton jaune. Je vous ai mis le ralenti d'ici 25 minutes, évidemment, parce que j'ai mis toute la séquence parce qu'a priori c'était hyper important. Je vais accélérer un petit peu.
Ouais, non, c'est bon, j'ai mis les 13 minutes. Voilà. Ouais, Lucas Burr, c'est le 19. Voilà. Qui se met totalement en position pour casser les couilles et qui, du coup, prend carton jaune sur cette action. Donc, Chicago repasse devant. Chicago est à 15 contre 14. Et donc, Chicago va s'offrir des opportunités pour déjà aller chercher le bonus offensif, mais surtout, bien sûr, assurer la victoire. Et va se heurter à cette énorme défense de Los Angeles. Va se casser les dents pendant 10 minutes devant cette défense californienne. Voilà, ils vont enchaîner les séquences. Finalement, ça va se terminer sur celle-là, parce qu'il va y avoir un écran de boomer. C'est assez drôle, un écran de boomer. Je sais, je fais des blagues nulles. Désolé, c'est la fatigue. Sur voilà, Là, c'est les dernières minutes, là, on sent que là, on est à la 75e, on a plein les chaussettes, là, le Dos Santos. ouais, c'est ça, c'est ça. Là, il y a plus de jus. Il faut faire un changement, mais on a vidé le banc, donc c'est pas possible. Donc, bien, Chicago a laissé passer sa chance, et pourtant, LA, vous le voyez, est toujours à 14, pousse jusque dans les derniers instants, et c'est finalement, vous allez voir, Vandenberg qui va aller inscrire cet essai. Là, on se fait refouler. Et puis finalement, Franco Vandenberg va être le héros de toute une équipe. Franco Vandenberg, vous allez voir, là, il va y avoir essai. Et ça se joue à vraiment très très peu. Parce que regardez, le ballon, il est à moitié sur la ligne. Hein. Vraiment, il touche un bout de ligne. Mais il touche. Et ça permet, voilà, Vandenberg qui le montre bien. Ça permet à Los Angeles d'aller chercher la victoire. Pour 2 petits points, 26-24, l'essai n'est pas transféré, mais ça de toute façon ça n'a pas de souci, c'est pas un souci. Défaite bonifiée pour Chicago mais avec juste le bonus défensif, victoire bonifiée pour Los Angeles en même temps, succès ultra important pour la course au playoff. Évidemment, je vous mets rapidement cette petite statistique. Sur les 5 derniers matchs, Chicago n'a gagné qu'une fois, 4 défaites, et n'a pris que 7 points sur 25 possibles. Du coup, évidemment, Chicago est en perdition. Je pense qu'on peut s'arrêter quelques instants sur Chicago. Adri, avant cette série donc de 4 défaites en 5 matchs, il n'avait perdu qu'une seule rencontre, c'était contre Utah lors de la deuxième journée. Là maintenant, ils sont totalement à l'arrêt. Il y a une défaite justement contre Utah où ils font une deuxième période horrible. Ils s'imposent difficilement contre Miami. Ils ont perdu à New England la semaine dernière. Ça se joue pas à grand chose, mais bon, ils perdent à Seattle. Là aussi, ils avaient fait tourner 5 jours après un autre match. C'est quoi? Est-ce que c'est la faute à pas de chance et la réussite qu'ils avaient en début de saison n'y est plus? Ou est-ce que c'est une équipe qui est cramée? Euh, Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Je pense pas qu'ils soient cramés parce qu'honnêtement, encore là, ce match contre Los Angeles, ils doivent le gagner alors que Los Angeles sont plein de bourre en ce moment. Mais tu as un peu l'impression que ce qui faisait leur force, c'est-à-dire le fait d'être des chiens devant, de tabasser tout le monde et ça suffisait avant et que finalement maintenant ça suffit plus quoi face à des équipes qui elles montent en puissance et aujourd'hui ils subissent un peu tout ça quoi. C'est-à-dire que ce match ils doivent le gagner en vrai et je comprends pas comment ils le perdent. Je comprends pas comment ils le perdent parce que il y a tout qui allait dans leur sens. T'as des mecs qui aujourd'hui, franchement, ne répondent plus présents et surtout, je pense qu'ils ont été pris, qu'ils ont été pris derrière, hein, qu'ils ont été pris derrière parce que il y a des mecs à LA derrière. Moi, je trouve que Los Angeles, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est pas forcément l'attaque la plus flamboyante, mais si on regarde les stats de Los Angeles, c'est quand même monstrueux. C'est-à-dire que tu regardes les stats là, je me mets sur les stats du tournoi. Los Angeles, c'est l'équipe qui a le plus de ballons portés. C'est l'équipe qui gagne le plus de mètres ballon en main, 7061 mètres. San Diego, ils sont deuxième avec seulement 6000 mètres. C'est l'équipe qui fait le plus de passes, 2198 passes. C'est l'équipe qui fait le plus de offload. C'est l'équipe qui bat le plus de défenseurs, 425. San Diego deuxième seulement avec 388. Et c'est l'équipe qui a le plus de franchissements, 920 contre 830 pour San Diego. Donc c'est quand même que cette équipe de Los Angeles, elle est à prendre au sérieux. Et, et là, ce match, ils le perdent, mais je ne pense pas que ce soit extrêmement inquiétant pour Chicago parce que tu les sens pas dépassés non plus.
Alors oui, ils perdent leur match, mais j'ai l'impression que ce match avait les ingrédients nécessaires, en tout cas, pour aller le chercher. Et je pense que sur les prochains matchs, ils vont les mettre, on le sait, c'est des chiens et on a trop tendance à les sous-estimer. Et moi, je pense qu'ils vont bien finir cette fin de saison. Ok, c'est noté. Je vous ai mis quelques petites stats du site de la MLR. Je, je m'arrête quand même un petit peu sur le nombre de plaquages. Il y en a quand même eu 453. Ça a été un Ah, ils match, sont envoyés terribles, quel match. ça a été un match de dingo. Pierre, est-ce que toi aussi tu ne t'inquiètes pas pour Chicago ou tu as un autre œil sur les Hounds? Bah, comme c'est une équipe qui mise beaucoup sur son intensité et son caractère, je dirais pas que je suis inquiet. Heu, Après, je vais dire une banalité confondante, mais c'est mieux de gagner que de perdre, tu vois? Aborder les phases finales avec une série de défaites, c'est jamais très bon. Je sais pas, comme Adrien, j'ai l'impression qu'il y a une partie de la grinta de Chicago qui s'est un peu envolée. Peut-être qu'ils se croyaient arrivés parce qu'ils ont eu quelques résultats quand même de fou, tu vois? Et quand tu arrives à à à avoir cette série-là contre Miami, New England et Old Glory, NOLA, San Diego et Anthem, ils ont quand même et Houston, au final, tu as battu quasiment tous les gros. Je pense qu'ils se sont vus un peu beaux, peut-être, un peu trop tôt, les mains en haut du guidon avant la ligne d'arrivée. Et aujourd'hui, vu que les phases finales se profilent, il y a 2 solutions et 2 solutions enfin 2 explications diamétralement opposées. Soit c'est une équipe qui est sur un travail foncier de dingue et qui fait que, beh, aujourd'hui, ils sont fatigués et dans 15 jours, ils seront excellents. Soit c'est une équipe qui est en train de piquer du nez comme Houston, rappelez-vous l'année dernière, je vous Hmm. avais dit: «Ils continuent à gagner, mais je m'inquiète parce que c'est pas des victoires convaincantes et je crois qu'ils n'ont pas une gueule de champion». Je sais pas. Honnêtement, j'arrive pas à savoir dans quelle mesure ce match-là est révélateur de quoi que ce soit. Je l'ai dit, ils prennent pas une branlée à domicile contre Los Angeles. C'est un match, ils doivent le gagner, ils ont tout pour le gagner et ça leur file entre les doigts parce que LA fait un très bon match aussi. Et je trouve que cette défaite, elle est presque Ouais, moins inquiétante que la défaite contre Utah il y a quelques semaines, il y a un mois. Où là, pour l'occasion, bah, clairement, je suis tu te fais d'accord, battre je par suis une d'accord avec équipe toi. que tu aurais dû attraper à 100%. C'est bien noté. Vous êtes d'accord en plus, et ça c'est beau. Ça c'est magnifique. J'aime quand Et vous c'est êtes. rare. Ah, il y a un mec à LA aussi, il faudra en parler. Toi, tu parlais des centres tout à l'heure, Pierrot. Il y a un mec à LA, on n'en parle pas beaucoup, c'est Billy Mix. Franchement, il fait une saison de fou Ouais. furieux, je Ancien trouve. de Chicago d'ailleurs. Il a comment? Ancien de Chicago. Ouais, ancien de Chicago, qui est passé par Gloucester aussi, à London Irish, etc. Cette saison, il est quand même à 6 essais. Il fait 5 passes décisives, mais il aurait pu marquer. 83 franchissements, le mec a 34 ans et franchement, il fait une saison ultra solide. Moi, je le mettrais vraiment parmi les meilleurs centres de la MLR cette saison et il faudra le surveiller, je pense, pour les phases finales. C'est vrai que la Et ligne il y a arrière de LA est très très impressionnante. Évidemment, on a parlé de McDonald, bien sûr. Mix, tu as raison. Bien sûr, Bertrano à la mêlée et ses 74 cartons jaunes. Mais oui, oui, il y a vraiment du talent sur les lignes arrière. Pierrot, je te laisse la parole. et Christian Lealifano, qui était la recrue phare quand même de LA, qui a été moille-moille en début de saison et qui, ben, comme elle est, en fait, est en train de monter en puissance. Et puis, pour ceux qui ne le connaissent pas, international australien, qui est devenu international tongien, si je dis pas de bêtises, Samoan. Samoan, je crois, ouais. Et Christian Lealifano, surtout, il a eu un cancer, une leucémie. Il est revenu après quasiment 2 ans d'absence. C'est une super histoire humaine et sportive parce que ben, clairement, aujourd'hui, c'est un très bon joueur. Et je suis assez content pour lui parce que il a un parcours qui a été ultra chaotique. C'était le numéro 10 des Brumbies en Australie à l'époque où les Brumbies étaient vraiment forts. Et il a connu une descente aux enfers de par la maladie, mais aussi d'un niveau sportif quelques mois avant les prémices certainement de son cancer, qui ont été très durs. Et la charnière qu'il forme avec Bertranou, bah, ils envoient du jeu de partout et c'est hyper plaisant. Et Adrien l'a souligné avec les stats. Mais dans le jeu, LS, c'est cool. Et ils font tout ça alors que un autre de mes chouchous était pas sur le terrain, c'était Miki Natani qui a pas joué pas mal. Exactement. LA, évidemment, vous en avez entendu parler Pardon,
Pardon, je me suis trompé, excusez-moi. Il était remplaçant et je sais pas s'il a joué beaucoup, mais il n'était pas dans le 15 de départ. Alors que Oui, si, normalement, bien c'est sûr, le il joue parce que sur l'écran de Boomer, il est justement gêné. Voilà, c'est vrai. C'est Mikko Natani, je l'ai vu avec son grand bandeau. LA, vous en avez entendu D'ailleurs, parler. il doit jamais y avoir essai. Hein. Tu parles de quoi? Je sais plus, attends, c'était. On t'a perdu. On a perdu Adrien. On a perdu, mais c'est pas grave, il a été coupé. Je disais hein, évidemment que LA, vous en avez entendu parler cette semaine, bien sûr, avec cette annonce. Antoine Dupont est entré au capital de l'équipe de Los Angeles. On connaît son attachement pour LA depuis l'année dernière. Personnel, évidemment sportif aussi, puisque avec le set de France, il a réussi à remporter l'étape de Los Angeles l'année dernière avant d'aller chercher la série mondiale carrément et la médaille d'or évidemment au jeu. On va pas refaire l'histoire bien sûr, mais voilà, ça témoigne de l'importance que prend la MLR. On t'a retrouvé Adri, de quoi parlais-tu? Ah. Non, je sais plus ce que je disais. C'était très intéressant. Ouais. Bon, eh ben on va passer à autre chose alors. On a fait les résultats. On a vu tous les matchs, donc on va se replonger dans les résultats de cette 14e semaine. Donc ça avait commencé dès la semaine dernière, dans la nuit de mardi à mercredi, le succès bonifié d'Old Glory face à Nola 27 à 14. Et donc les autres résultats du week-end, succès de Miami face à New England 30 à 19, de Houston face à Utah 40 à 19, de Old Glory face à Anthem 41 à 19, de Seattle face à San Diego 29 à 25 pardon, et Los Angeles qui gagne à Chicago 26-24. Le classement très rapidement avant de se pencher sur le dernier gros point de cette EMLR, à savoir la lutte pour les playoffs et à l'ouest particulièrement. Regardez cette conférence Est où Old Glory est donc désormais deuxième derrière New England à 5 longueurs des Free Jacks. Ils passent devant Chicago, ça paraissait improbable, surtout qu'il y a 3 semaines, ils étaient 5e. Chicago qui regarde dans le rétro, hein, puisque Miami n'a que 3 points de retard. 7 points d'avance pour les Sharks par rapport à Nola. Donc ça paraît joué très clairement dans cette conférence Est. À voir évidemment si Nola peut potentiellement revenir. On en doute sérieusement, mais il y a peut-être quelque chose de joué dans cette conf. De l'autre côté, conférence Ouest, Houston a donc 4 points d'avance sur Utah et est largement en tête. Du côté de Utah, ça a 2 points d'avance sur San Diego, mais avec un match en moins. On le rappelle, San Diego a joué 14 rencontres, 7 victoires, 7 défaites. Ils ont un bilan à l'équilibre et donc surtout plus que 1 point d'avance sur Los Angeles, 3 sur Seattle. Donc c'est pour ça qu'on va mettre San Diego dans la course à la conférence, au playoff dans la conférence Ouest. Et justement, les calendriers des 3 équipes, on le disait, tu l'as annoncé tout à l'heure Adri, San Diego n'a plus que 2 matchs, ne jouera pas le week-end prochain, va à Miami, accueille Old Glory. D'ailleurs, Miami sera l'arbitre officiel de ce triptyque, puisqu'ils vont se rendre à Los Angeles et à Seattle aussi. Los Angeles, donc on l'a dit, Miami, 2 déplacements à DC et à Utah. Et pour Seattle, accueil de Houston, déplacement à New England, accueil de Miami. Adri, laquelle de ces équipes a le calendrier le plus dur? Alors, le calendrier le plus dur, c'est celui de Seattle, pour moi. Mais ils ont 3 matchs à jouer. Ok. 3 matchs à jouer. Et San Diego, on n'a plus que 2. Ils ont que 3 points d'avance, du coup, si je dis pas de conneries. Tout à fait. Et honnêtement, la dynamique est vraiment pas bonne pour eux. Donc, on a dit hein, 7 victoires sur les 9 derniers matchs. Après, les matchs de Seattle sont horribles à jouer. Hein, je dis pas le contraire. Houston à domicile, c'est très chiant. Tu vas à New England. Mais tu peux te dire aussi que Houston est premier de conférence, que New England est déjà qualifié pour les playoffs. Est-ce que ça va pas Ça un peu peut se lever le relâcher. pied? J'en sais rien. Voilà, ça peut un peu se relâcher. Alors que du Adrien, côté de San Diego, la dynamique est pourrie et tu vas jouer à Miami qui est en pleine bourre et Old Glory qui fonctionne bien aussi. Donc moi, honnêtement, la place à laquelle j'ai pas envie d'être, c'est celle de San Diego. Je les vois bien sans le sapin, comme on dit.
pour San Diego. Quel escroc, il attaque en disant le calendrier le plus dur. Bon, clairement, c'est le 3e. Mais c'est vrai que bon, ils ont peut-être le calendrier le plus facile. Quel magicien, quoi. Quel prestidigitateur Non, mais incroyable. sur le papier, c'est le calendrier le plus dur, quand même. Il est Non, chiant. C'est bah non, c'est sur le lequel pour papier, toi, Pierre? bah, c'est San Diego. Tu peux prendre que 10 points et sur les 10, tu as un match qui est quasiment impossible. Donc tu peux techniquement, à mes yeux, en prendre que 5. Miami en déplacement à Miami, parce qu'à la Piole contre le Glory, je pense que tu vas te faire cintrer. Et tu peux prendre, enfin, à mon avis, ils vont faire entre 1 et 4 points. Tu vois, Ah oui, et bah, je pense sur San Diego. Et Seattle, tu reçois 2 fois. Tu reçois Houston, qui est quasiment assuré de finir premier malgré le fait de faire tourner. Tu reçois une équipe qui, normalement, Miami devrait être qualifiée aussi, et tu te déplaces sur une équipe qualifiée. Honnêtement, je crois que LA a une carte à jouer. San Diego, ça sent vraiment le pâté, et tu as raison. Mais pour moi, c'est eux qui ont le calendrier le plus dur. En tout cas, le truc le plus compliqué à faire. du coup, Ouais, exactement. Bah, je parlais sur le papier, en fait, quoi. Sur le papier, c'est pas beau, quoi, les matchs de Seattle à jouer, mais San Diego a la pire dynamique et clairement, moi, je les vois bien terminer à la place du con à l'ouest, quoi. très bien. Pierre, Ouais, est-ce moi que tu es aussi. d'accord? Ouais. Ouais, je suis d'accord. En plus, il y a une question de dynamique, il y a une question. LA, il y a l'odeur du sang. Ils se disent, putain, il faut qu'on gagne. Seattle, ils sont sur une bonne dynamique en étant nuls à chier, ils gagnent. Et ça, c'est toujours extra pour une équipe de te dire, on n'est pas bon, mais on gagne. Imaginez ce qu'on peut faire si on est bon. Et à l'inverse, San Diego, il n'y a plus rien, quoi. Il se passe plus grand-chose et les résultats sont pas bons. Et tu sens le vent qui tourne un peu. Et tu sais, les dynamiques dans un groupe, c'est toujours l'effet boule de neige, tu vois. Ça, c'est amplifié par la vie de groupe. Donc, à moins que d'un coup, il se passe un truc en interne. Et vous avez remarqué que c'est depuis le départ de Nonou. Alors, évidemment, rien à voir avec la confiture parce que le gars, il jouait pas. Mais n'empêche qu'il était toujours l'organigramme, tu vois. Et depuis qu'il est à Toulon, il n'y a plus un match de gagné quand même pour San Diego. Donc, je me dis, c'est peut-être pas une mauvaise idée pour Toulon d'avoir pris un gars qui est important dans le vestiaire. Ah ben on verra. On Ça va verra pas si. trop pour l'instant à Toulon, hein, là. Ouais, il joue pas, mais tu sais, il est là, il raconte des trucs, tu vois. Il raconte ses matchs avec Connor Toulon, ça fait Tupai. un mois qu'ils n'ont pas gagné un match. Mais c'est parce qu'il joue pas, Ouais, mais justement. on sent qu'il y a quand même. Ah bah, je préfère être à la place de Toulon que à la place De San de Diego? San Diego aujourd'hui. Ouais. Voilà. Ouais, je préfère être Ouais, Toulon moi avec aussi. Toulon que San Diego. Allez, on va terminer rapidement avec le programme de la semaine prochaine, enfin de ce week-end, avec le choc entre Anthem et Chicago. Qui sortira vainqueur de ce superbe match? On verra. Le match entre Nola et Utah, sachant que ce week-end, on peut terminer le travail à l'Est. Hein. Si Nola perd et que Miami l'emporte, ce sera terminé, parce que Chicago va l'emporter à Anthem évidemment. Los Angeles qui accueillera Miami justement. Ça va être un beau duel à distance entre deux équipes qui cherchent à se qualifier pour les playoffs. Et en même temps, Los Angeles qui poursuit son duel avec Seattle. Et on terminera par peut-être le choc, parce qu'au final, c'est un match pour la première place de la conférence Est. New England All Glory, c'est ce que tu as choisi, toi, Pamiche, comme match? Ouais, clairement, c'est celui qui m'excite le plus. C'est aussi un super test pour Old Glory parce que jusqu'à maintenant, ils étaient un peu sous les radars et là, ils vont se frotter à ce qui se fait de mieux ou presque en MLR. Je crois que en cas de bons résultats de Old Glory, ils vont probablement casser ce plafond de verre qui jusqu'à maintenant leur interdisait presque de regarder au-dessus de ce qu'ils étaient capables de faire. Et un mauvais résultat de New England ne remettra absolument pas en question la saison des Free Jack et le fait qu'ils sont à mes yeux toujours favoris pour le titre. Et à l'inverse, en revanche, un succès de New England et une défaite de Old Glory, ça remettrait un petit coup sur la tête de DC en disant bon voilà, restez à votre place, vous n'êtes pas encore prêts. Vous n'êtes pas encore prêts à venir rivaliser avec les Cadors. Et je crois que ce match-là, il peut être soit servir de bascule, soit servir de point final aux ambitions de Old Glory, même si les playoffs, la redistribution des cartes, tout le monde peut battre tout le monde, tout ça.
Mais je crois que psychologiquement, ce match, il est important, plus que comptablement. Très bien. Adri, est-ce que tu choisis un autre match ou tu es d'accord avec Pamiche? Bah, déjà, plutôt d'accord avec notre ami Pamiche sur le fait, parce que moi, j'ai vraiment envie de voir aussi cette équipe d'Old Glory confirmée. C'est-à-dire qu'on en a parlé en début d'émission. Est-ce qu'ils sont capables d'aller battre voilà, ce qui se fait de mieux en MLR, ou est-ce que ces victoires étaient un peu en trompe-l'œil? Et ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. Après, voilà, Seattle-Houston, on parlait des calendriers tout à l'heure. Seattle, ils doivent gagner. Houston est vraiment très fort en ce moment. Est-ce que Houston va faire tourner? Est-ce que Seattle, qui est sur sa bonne dynamique, est capable de s'imposer à domicile contre Houston et d'aller du coup mettre la pression sur San Diego pour les playoffs? Match ultra important, en tout cas pour le classement et pour la course aux playoffs à l'Ouest. Donc match excitant. Puis en plus, il y a les Chassabres qui jouent, donc forcément, match excitant. On est d'accord, on est d'accord. Bah, je pense que de toute façon, c'est les matchs les plus intéressants. LA et Miami, ça peut être pas mal aussi. Justement, Pierrot, tu le dis. Chicago va de toute façon l'emporter et mettre la pression sur Old Glory, un petit peu moins sur New England. Ça peut être intéressant, hein. Je remets le classement à l'Est. On peut avoir une fin de saison assez serrée parce que si Old Glory vient l'emporter à New England, Chicago va l'emporter de son côté à Anthem. Ça peut être faire un 45-45-44. Il peut y avoir 2 dernières journées très sympas à l'Est avec en point de mire la première place. Voilà, on part dans les supputations, bien évidemment, mais ça peut compter. Le Nola à Utah peut être intéressant, mais il faut que Nola, évidemment, soit à son niveau, et pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur Et cette... Utah aussi. Et Utah aussi, c'est clair. Oui, ça peut être un match que les deux perdent. Exactement. On n'est pas à l'abri. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette 14e semaine de MLR. Merci Adri, merci Pierrot d'avoir été là. Ça a été un plaisir de faire cette émission avec vous deux. On a été très long aujourd'hui, 1h30 quasiment. Et parce qu'il y avait beaucoup de choses. Puis en plus, les résumés étaient très longs. A priori, le mec qui a monté, il s'est pas fait chier. Ah oui, on parle beaucoup. On aime ça parler. C'était très cool. On a eu du monde. Ça fait plaisir que vous soyez là. Et puis surtout, n'oubliez pas que c'est le mardi normalement. Voilà. Pour ceux qui étaient là pour la première fois, normalement on est là le mardi à 20h. Exceptionnellement, on était là sur mercredi. C'est aussi une question d'image, hein, parce que aussi les images sont arrivées très tard et c'était plus simple de le faire ce soir pour éviter les mauvaises surprises. Voilà. Donc merci encore une fois à vous deux d'avoir été là. Merci de nous avoir suivis. Émission comme toujours, vous le savez, disponible en replay avec des petits extraits sur les réseaux sociaux pour que ça puisse vivre plus longtemps, bien évidemment. Et puis, moi, je vous souhaite une très belle soirée. À vous deux aussi. On va peut-être regarder la finale de la Ligue Europa. Petit prono, Tottenham, Manchester United, messieurs? Non, j'en ai rien à foutre. Manu pour Adri. Manu. Je suis d'accord aussi. Et Pamiche s'en fout. Et en même temps, il a raison. Parce que ce qui compte, c'est le 31, Adri. On est d'accord? Bah, évidemment. Évidemment, la finale avec des champions. Évidemment, et hâte de voir. Et je pense que ça va être un match exceptionnel. Je suis d'accord. On l'espère. Mais évidemment, on ne le débriefera pas 2 jours après, puisqu'on sera sur la semaine 16 de MLR et il y aura beaucoup plus important que la Ligue des Champions. Désolé Maclim qui a dit j'ai attendu hier. Bah, bonne soirée à toi. Désolé. Oui. C'est vrai que j'ai annoncé l'émission aujourd'hui. Sur les réseaux, Maclim. Ah oui, c'est les choses qui arrivent. Mais la semaine prochaine, on sera de retour comme il faut. Je vous souhaite une très belle soirée, évidemment. Et comme toujours, on se quitte avec l'hymne américain. Salut! Merci les copains, à bientôt. Ciao les gars. À bientôt.